Bonjour Joël, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour réaliser ce webinaire qui porte sur le déconfinement et le retour à la vie sociale de nos enfants. Alors là, ça fait maintenant 2 semaines maintenant que l'on est déconfiné. Il y a encore beaucoup de parents qui sont perdus dans toutes les recommandations, dans tous les conseils qu'on peut voir, que ce soit à la télé, par l'école, etc., par les journaux. Et donc du coup, il y en a partout. Donc grâce à toi, on va essayer de donner les clés et on va essayer de donner des réponses à tous ces parents. Mhm. Avec Alors plaisir. déjà, pourquoi toi, Joël? Pourquoi je t'ai demandé à toi si tu pouvais intervenir? Déjà parce que ça fait des années que je te suis au travers de tes travaux. Alors sous tes airs d'accent québécois, tu es bel et bien un Belge de chez nous, Oui. où tu as notamment fait donc du coup des études en psychomotricité et en pédagogie. Euh, et c'est là où tu as décidé donc de traverser l'Atlantique pour rejoindre le Canada et obtenir un doctorat en neurosciences. Oui. Depuis, tu es l'auteur donc d'une dizaine de livres qui ont réellement révolutionné à eux seuls la perception de nos enfants. Tu as aussi surtout créé la plateforme Cerveau et Psychologie, sur lequel tu as mis de nombreuses ressources à disposition, gratuites, mais aussi payantes puisque certifiantes. Et Mhm. donc du coup, c'est l'occasion aussi pour moi de te remercier pour tout le travail que tu as fait et qui te portera encore très loin. Donc Merci. merci Joël pour ce que tu as fait et merci aujourd'hui d'accepter de répondre aux questions de Tribu for Kids. Mhm. Merci, avec grand plaisir. Alors, avant que je te passe la parole, l'objectif aujourd'hui, donc, c'est d'accompagner les parents dans le retour progressif de leurs enfants à une vie sociale. Cela veut dire que forcément, depuis ces 2 semaines, il y a ceux qui n'ont pas eu le choix de remettre leurs enfants à l'école à temps plein. Euh, donc, aujourd'hui, ces parents-là pourront peut-être trouver des pistes dans notre échange, mais pour eux, c'est déjà fait. Le retour à la vie sociale a déjà eu lieu pour ces parents. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment se centrer sur les parents qui ont pu ou qui ont dû garder leurs enfants à la maison, qui n'ont pas enclenché encore un retour à la vie sociale progressif, ou alors qui sont dans des cas de figure avec un enfant qui retourne à l'école 1 ou 2 jours par semaine dans un contexte très fermé avec seulement 2, 3 élèves dans des petites écoles. Voilà, donc c'est plus à eux que ce webinaire aujourd'hui s'adresse. Donc l'objectif, c'est donc de faire un état des lieux, de te poser justement toutes ces questions-là par rapport à toutes ces préoccupations qu'on a sur comment aujourd'hui, après autant de déconfinement, comment aujourd'hui, dans un contexte justement d'une maladie qu'on connaît finalement peu, comment aujourd'hui on peut réintroduire nos amis dans une vie sociale, qu'ils puissent faire en sorte qu'ils revoient leurs amis. Est-ce que nous, adultes aussi, on peut les confronter à d'autres adultes et d'autres enfants? Donc, je vais déjà commencer avec le vif du sujet qui porte sur les gestes barrières. Mhm. Alors, dans les gestes barrières, il y a les gestes barrières qui sont accessibles. Apprendre à son enfant à pousser dans le bras ou alors à se laver régulièrement les mains, ce sont des gestes barrières qui sont accessibles. Par contre, il y a des gestes barrières qui laissent des parents bien plus perplexes, comme le masque et la distanciation sociale. Donc concrètement, aujourd'hui, est-ce que mon enfant de 5 ans, 6 ans, qui va chez son meilleur ami jouer au Lego, doivent-ils tous les deux porter un masque sur leur visage et doivent-ils respecter la distanciation sociale d'1,50 m? C'est une grosse question. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne qui connaît la réponse. Parce qu'en fait, même les autorités publiques, ce qu'elles nous donnent comme consigne, c'est avec ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on a accumulé comme connaissances. Tu sais, on parle depuis des mois, vous entendez toute une série d'informations qui vont à gauche ou à droite. Dans l'univers scientifique, c'est normal que ça se fonctionne comme ça. C'est un peu plus rare que dans le domaine public, les gens soient à ce point bombardés d'informations contradictoires. Alors, la première chose qui est à faire, d'accord, c'est d'abord, comme parents, se recentrer sur nous, sur nos valeurs et sur ce qu'on croit être juste. Parce que quoi qu'on fasse, il va y avoir des conséquences. Il peut y avoir des conséquences psychologiques et il pourrait y avoir des conséquences au niveau de la santé physique de l'enfant. OK? Euh,
si on amène l'enfant à avoir trop peur de l'autre, avec un masque, avec une distance, et si on intervient, s'il est trop proche du petit voisin ou du petit copain de classe, l'enfant, il va grandir dans une idée que l'autre est dangereux. Autrement dit, dans des situations où il pourrait avoir besoin des gens autour de lui pour s'aider, parce que c'est souvent notre communauté proche de nous qui va pouvoir nous aider, eh bien, il va avoir peur de l'autre. Donc, on va faire des enfants qui auront une tendance peut-être un peu trop paranoïaque. En même temps, si on y va trop vite, trop fort, qu'on laisse aller trop les câlins, et que malheureusement notre enfant tombe malade, parce que même s'il y a très 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 peu de cas d'enfants qui sont malades, ça arrive de temps en temps, ok? Ou si on a une personne dans notre entourage qui a une problématique d'obésité, qui a une problématique de cœur, de poumon, qui a une maladie chronique qui est mal stabilisée, mais l'enfant qui pourrait être porteur mais asymptomatique pourrait transmettre la maladie en tant que telle. Donc, dans les deux cas de figure, il va y avoir des conséquences et l'objectif du parent, c'est en son âme et conscience de faire ce en quoi ce qu'il trouve être juste. Et quand parfois on se fait bombarder de conseils de tout le monde, tout le monde ne payera pas l'addition, c'est le parent qui va payer l'addition à travers son enfant ou c'est l'enfant et le parent indirectement qui va payer l'addition. Donc c'est vraiment une question très importante que le parent doit vraiment prendre le temps de réfléchir. On est en général deux parents, donc même si on s'entend peut-être pas toujours avec l'autre parent, ça reste quand même que c'est important que les parents se parlent, que les parents communiquent entre eux et disent, OK, qu'est-ce qu'on établit, nous, pour notre famille, de manière à favoriser, en fait, une décision. Et à partir de là, je crois que non, ce n'est pas si grave que ça que les enfants soient un peu plus proches que le 1,5 mètres. Je pense qu'il y a une consigne en France qui a été donnée où on ne devrait pas avoir de masque en dessous de 2 ans, mais en même temps, on parle aussi d'immunité collective, mais si l'immunité collective, on veut l'avoir, ben quelque part, il faut que le virus se communique quand même d'une personne à l'autre. Donc, on essaie de minimiser les risques pour éviter qu'on soit trop nombreux à l'hôpital au cas où on serait des personnes qui pourraient avoir des problèmes. Mais en bout de ligne, comme je le disais tantôt, il y a très, très, très peu d'enfants qui ont été hospitalisés et il y en a, je pense, 4 dans le monde, dans les moins de 20 ans, qui malheureusement sont décédés sur près de 300 000 décès à travers la planète. Donc, d'un point de vue statistique, c'est vraiment infinitésimal. Par contre, c'est terrible pour la famille qui a perdu son enfant. Donc, c'est pour ça que le parent doit vraiment prendre le temps de réfléchir à ses solutions, prendre l'information mieux et agir en son âme et conscience. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il y a forcément deux extrêmes? Admettons, si en tant que parent, j'ai décidé de ne pas remettre mon enfant à l'école parce que justement, j'ai peur qu'il soit vecteur du virus ou j'ai peur qu'il l'attrape en tant qu'enfant ou j'ai peur qu'il nous le transmette, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, je dois continuer le confinement et qu'on doit rester à la maison sans contacts sociaux? J'aurais envie de dire que si, comme parent, on peut se permettre de faire l'école à la maison ou de faire des activités à la maison, d'accord? Ça vaut probablement la peine de le faire. Tout simplement parce que l'environnement scolaire s'est adapté au besoin de protéger les adultes, pas au besoin de protéger les enfants. C'est les adultes qui sont à risque de développer des complications avec la maladie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on voit qu'il y a très peu d'enfants qui sont malades, c'est que c'est une maladie, la manière dont elle agit, c'est comme si c'est un promoteur d'une maladie chronique qui est déjà existante et qui peut faire en sorte que la personne risque de tomber beaucoup plus malade que ce qu'elle avait auparavant. Quand on regarde les données, en fait, en Italie, 99,2% des gens qui sont décédés avec au moins une maladie chronique et il y en avait plusieurs qui c'était 75%, ils avaient 2 ou 3 maladies chroniques. Donc, on voit que c'est vraiment les porteurs d'une maladie chronique qui sont à risque par rapport au coronavirus. Donc, si l'enfant peut vivre dans un environnement dans lequel il est bien avec papa et maman, que papa et maman n'ont pas peur de perdre leur emploi, que papa et maman, ou au moins gèrent bien la situation, que l'enfant est confortable, il peut faire des exercices en ligne, il peut les regarder. Il y a plusieurs maisons d'édition qui existent, tout au moins au Québec, c'est ce qu'on a, des maisons d'édition qui ont donné en fait du matériel gratuit aux parents pour leur permettre de faire l'école à la maison. Il y a souvent les cahiers d'été qu'on peut utiliser aussi, qui vont certainement sortir s'ils ne sont pas déjà sortis dans certaines grandes surfaces. Donc, d'utiliser des petites choses, mais aussi, on peut apprendre les maths, le français, l'histoire, la géographie en fonction de regarder un film, en faisant une recette, en calculant un budget. Donc, il y a plein de petites manières
qu'on peut faire pour amener notre enfant à comprendre les maths, le français et les autres matières dans la vie de tous les jours. Et c'est pas parce que l'enfant rate pendant 2, 3 mois, 4 mois de l'école que nécessairement ça va poser problème. Il faut se souvenir de quelque chose, c'est qu'entre l'été 1940 et l'été 1942, en France, en Belgique et ailleurs, euh, on n'a pas eu d'école parce que les Allemands venaient de déclencher la guerre et donc on n'a pas envoyé nos enfants dans les écoles. Je dis, oh, en fait, ce sont nos arrière-grands-parents n'ont pas envoyé nos grands-parents dans les écoles et pourtant, ça a quand même été une génération, la génération des boomers, qui a été une des plus productives pour transformer notre société occidentale. Donc oui, dans l'idéal, on peut le garder à la maison, mais si papa et maman sont en souffrance, si papa et maman sont en détresse, s'ils vivent des émotions qu'ils sont pas capables de pouvoir gérer, là, il est important d'aller voir de l'aide autour, soit une aide professionnelle, soit des amis qu'on peut voir à 2 mètres de distance ou autre, pour au moins ventiler un peu ce qui se passe, peut-être réfléchir et puis d'aller chercher de l'aide pour que quand papa et maman sont bien, l'enfant va être bien. Je sais pas si les gens ont déjà vu ou si tu as déjà vu, Selena, La vie est belle. Oui, C'est bien un sûr. film, en fait, qui se passe dans les années 40. C'est une petite famille qui, malheureusement, est juive en Italie et ils se font malheureusement emprisonner pendant 3 ans dans un camp de concentration. Et le papa va tout faire pour faire croire à son fils qu'ils sont dans un camp d'été. Et donc, l'enfant va passer à travers les 3 ans d'internement en ne se rendant pas compte du danger qu'il y avait autour. Donc, ce que le papa fait, il met autour de l'enfant une bulle qui lui donne l'impression d'être en sécurité, sans nier le fait qu'ils étaient dans une prison et qu'ils ne pouvaient pas voir sa maman et ne pouvaient que l'entendre par de la musique, d'accord? Mais toujours est-il que l'enfant est passé à travers ça d'une manière beaucoup plus sereine. Et c'est un des endroits où, comme parents, on a le plus de contrôle. C'est sur l'environnement de sérénité qu'on peut mettre dans notre famille. Et comme je le disais tantôt, si on n'y arrive pas en tant que parent, allons chercher de l'aide auprès d'un ami ou d'un professionnel pour ventiler un petit peu ce qui peut se passer, parce que c'est certain que c'est correct que l'adulte ait des émotions. On vit dans une situation que personne n'a vécue auparavant, même ce qui s'est passé avec la grippe texane, qu'on appelle la grippe espagnole, c'était un contexte différent vu qu'on sortait de la Première Guerre mondiale. Ça me fait penser à des réactions qu'il y a eu récemment. Il y a d'un côté les parents qui ne voulaient pas remettre leurs enfants par peur de la maladie, par peur que leur enfant attrape le coronavirus ou alors qu'il soit vecteur du coronavirus. Mais il y avait aussi toute une seconde partie de parents, une seconde catégorie de parents qui ne voulaient pas remettre leurs enfants à l'école parce qu'ils avaient peur de ce climat anxiogène. Ils se sont dit, imposer des gestes barrières à des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, voir leurs maîtresses qui ont des masques, devoir se laver les mains toutes les 30 minutes, le gel hydroalcoolique. On a vu des photos qui ont ému d'ailleurs après le déconfinement et une fois que les enfants sont retournés à l'école, on a vu des photos qui ont ému beaucoup de parents avec des enfants qui étaient dans la cour, des carrés tracés à la craie et des enfants qui jouaient seuls. Donc aujourd'hui, en fait, ce que tu es en train de nous dire sur la fin de ton intervention, si j'ai bien compris, c'est que, en effet, de devoir imposer tout ça à des enfants qui sont si jeunes, si petits, des enfants de maternelle et de primaire, ça a un impact sur leur développement et sur leur cerveau. Oui. Et ça fait partie. Tantôt, j'avais une réunion avec une collègue et elle expliquait à un moment donné pendant la rencontre que un enfant dans son école avait dit, mais Madame, est-ce que je vais tuer ma grand-mère? Puis l'enseignante répond, ben non, non, tu vas pas la tuer. Pourquoi est-ce que tu la tuerais? Mais c'est parce que si je vais à l'école, tu sais, je suis à l'école pour l'instant, et si j'attrape le virus, je pourrais tuer ma grand-mère? Mais non, pourquoi? Mais parce que ma grand-maman, elle habite juste au-dessus de chez moi, dans l'appartement en haut. Donc, dans l'imaginaire de l'enfant, l'idée de tuer quelqu'un d'autre est terrible. Parce que oui, ça va faire porter une grosse responsabilité. Et si jamais, dans ce cas-là, malheureusement, la grand-maman, en fait, elle attrape le coronavirus parce qu'elle va au magasin ou qu'elle est infectée à un autre endroit et que malheureusement, elle y reste, l'enfant va rester avec l'idée que il ou elle a tué sa grand-mère.
Et c'est notre manière, en fait, d'avoir parlé du virus depuis des semaines et des semaines, ou pour... Parce que ce n'est pas dans notre culture occidentale que de s'enfermer comme on l'a fait. C'est la première fois dans notre histoire que on met des gens en santé à l'intérieur. En général, on met des gens malades à l'intérieur. Mais confiner des gens en santé, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire occidentale. Même le port du masque, c'est quelque chose de très courant en Corée ou au Japon, mais quelque chose qui n'est absolument pas courant pour nous. Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, il y a des aspects où on doit faire attention parce qu'il y a une transformation des habitudes de vie, mais la manière dont les médias surtout ont transmis l'information en étant extrêmement spectaculaire, en étant là pour pouvoir justifier les mesures qui étaient probablement tout à fait nécessaires pour éviter qu'on ait trop de morts, d'accord? Mais en même temps, ça a travaillé dans notre imaginaire, même nous en tant qu'adultes. Tu sais, je sais pas, Selena, si tu irais facilement voir un concert au Bataclan. Moi, j'y me poserais la question 2 ou 3 fois parce que les images du Bataclan sont encore dans ma tête. Donc, si en tant qu'adulte, je me pose encore des questions par rapport à une salle de spectacle où il y a une horreur une soirée, imaginons comment les enfants peuvent vivre en ayant entendu pendant 2 mois et demi, 3 mois, voire plus si ça continue, toute une série de messages comme quoi on pourrait se tuer les uns les autres. Et quelque part, il va falloir travailler. Au Québec, on appelle ça des cercles de parole. Donc, c'est très important que ce soit dans nos familles ou dans nos écoles de créer des cercles de parole pour que les enfants puissent se dire, pour que les enfants puissent nommer, qu'on les écoute, qu'on n'essaie pas de rationaliser trop rapidement ce qu'ils pensent ou ce qu'ils vivent. Au contraire, ce petit garçon, cette petite fille dont je parlais tantôt, c'est important qu'elle ait pu ou qu'il ait pu nommer ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait de manière à ce que l'adulte puisse dire, mais tu sais, il y a ceci, il y a cela dont on doit tenir compte. Et si tu fais attention, ben, tu ne donnes pas de câlin à ta grand-maman. Le virus, il ne transportera pas, il ne traversera pas le mur. Donc, on peut accompagner l'enfant là-dedans. On pourra mettre, si tu veux, après le webinaire, l'adresse en fait sur YouTube d'un dessin animé qui s'appelle Il était une fois la vie et qui explique comment fonctionne le système immunitaire. Donc, si on amène l'enfant ou même l'adolescent à comprendre son corps, à comprendre comment le système immunitaire fonctionne, parce que chez les jeunes, je dis, de toute façon, il y a 80% de gens qui sont asymptomatiques, donc ils ont été en contact avec le virus, mais leur système immunitaire a fait exactement le travail qu'il devait faire. Il y a 10% de gens qui ont comme une grosse grippe, d'accord, et ce n'est qu'une dizaine de pourcents qui peuvent avoir éventuellement besoin de médicaments et d'un support hospitalier. Mais la plupart de nous, on passe à travers le virus sans problème. Donc, il faut regarder avec nos jeunes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un corps qui est en santé? Ben, manger des légumes, manger des fruits. Donc, on amène l'enfant vers des choses qui sont concrètes. Et quand les choses sont concrètes, ah, OK, prendre de la vitamine C, ça va aider mon corps à réagir face à un virus. Comment est-ce que je peux aller chercher la vitamine C? Ben, je peux prendre une gélule, mais je peux aussi manger des fruits. Et à ce moment-là, l'enfant devient actif et devient le vecteur de la santé. Et au lieu peut-être de penser que grand-maman pourrait mourir, ben, il peut dire, grand-maman, est-ce que tu as mangé du jus de citron, tu as bu du jus de citron aujourd'hui? As-tu mangé des oranges? Et donc, à ce moment-là, l'enfant devient un promoteur de la santé plutôt qu'un enfant qui est angoissé à l'idée de transporter la mort sur lui. D'ailleurs, du coup, j'en profite aussi pour rajouter que pour toutes les personnes qui nous regardent, si elles souhaitent rajouter des questions, dans les commentaires, c'est possible. On y répondra juste après. Alors, j'avais aussi une autre question pour toi qui est comment justement envisager, comment aborder la première fois où son enfant va pouvoir revoir un de ses camarades de classe. Admettons, du coup, c'est un enfant qui était confiné à la maison. Il a eu la possibilité et la chance de ne pas retourner à l'école. Et les parents ont pris la décision de justement pouvoir commencer à se côtoyer entre eux. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet enfant-là qui, au final, vient de vivre quasiment 3 mois non-stop qu'avec ses parents, qui a plus ou moins peut-être entendu des bribes à droite, à gauche, qui a vu son parent justement sortir avec un masque. Comment on peut le préparer à ces retrouvailles? Mais en fait, il y a quelque chose que, comme je le disais il y a quelques instants, si on est dans une dynamique avec son enfant où on voit la maladie d'une manière
plus, comment dire, je dirais pas positive, mais sur lequel l'enfant a de l'espoir et a un minimum de contrôle en ayant notamment une bonne alimentation. Si on a regardé avec l'enfant, tiens, tu sais-tu que la vitamine D, c'est quelque chose de très bon, donc on va aller prendre le soleil. On pourra aller voir ton ami Thomas, on pourra aller voir ton ami Sandra. Et à ce moment-là, on rentre dans un espace ludique. Et puis alors, l'enfant peut-être pourrait poser la question, tiens, est-ce que je peux faire un câlin à mon ami? Est-ce que c'est autorisé? Mais tu sais que pour l'instant, il vaut mieux pas. Si ça arrive, d'accord? Mais il vaut peut-être mieux pas, tout simplement. On prend juste cette petite précaution là-dessus. Mais est-ce que tu pourrais, par exemple, quand tu vas le voir, on pourrait faire comme les Chinois, c'est-à-dire faire ça, dire bonjour de cette manière-là, ou on pourrait faire un câlin, on se fait un gros hug en se regardant, comme on fait peut-être, comme déjà plein d'enfants l'ont peut-être déjà fait sur pas les médias sociaux, mais sur les différents sites qui permettent d'échanger à distance, comme Skype, FaceTime et autres. Donc, on peut rentrer dans un espace ludique. Je reviens avec le film dont je parlais tantôt, La vie est belle. Le papa, il est tout le temps dans une dynamique ludique pour faire passer les règlements qui sont imposés par les nazis à travers un jeu de manière à ce que son enfant ne soit pas trop effrayé. Et si nous, on accepte que notre enfant puisse revoir le petit voisin, la petite voisine, le petit cousin, la petite cousine, d'accord? Mais ce que ça va faire, c'est que quelque part, on devrait être prêts nous-mêmes à ce que les enfants se touchent pas pour favoriser ça, mais juste accepter que c'est quelque chose qui pourrait arriver, ne serait-ce que parce qu'ils vont se passer des Legos, ils vont se passer une poupée, ils vont se passer un ballon, euh, ils vont peut-être se donner un verre. Et donc, veut pas, ben on touche le verre. Tu sais, si son ami il veut prendre un verre d'eau, ben le verre, il aura été touché. C'est quoi la différence entre donner un verre d'eau, d'accord, et se donner une poignée de main? C'est la même chose. Donc, il faut quelque part dédramatiser la situation. Et on dit, ben écoute, après ça, il suffit juste de ne pas mettre tes mains dans la bouche, ne pas mettre tes mains dans les yeux, aller te laver les mains avec du savon. Et donc, on rentre vraiment dans tout ce que l'enfant est capable concrètement, mais pas dans une dynamique de peur. C'est notre peur que l'enfant va sentir. Et même si on essaie de faire semblant, les enfants, c'est des radars à émotions. Les enfants sentent tout ce que nous vivons. Donc, c'est vraiment important que le parent soit en paix avec lui. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure au début du webinaire. Euh, il n'y a que lui qui va vivre avec les conséquences de ses décisions. Donc, quelque part, il faut que le parent soit à l'aise avec la situation, qu'il soit à l'aise. Et s'il n'est pas encore prêt, il vaut peut-être mieux attendre une journée, 2 journées, 3 journées de plus et continuer à être dans des interactions avec son enfant à la maison, d'être disponible pour l'enfant, que de vouloir forcer les choses. Je crois que s'il y a un élément qui est important à travers la crise sanitaire dans laquelle on est depuis plusieurs mois, c'est l'importance de s'écouter, l'importance de prendre le temps, l'importance de se fier à son propre jugement. Aller chercher l'information parce que l'information va nous aider à prendre une décision, mais être en paix avec les décisions qu'on a. Et à ce moment-là, ben, ça va être beaucoup plus facile. Et si nous sommes sereins par rapport à une situation que 2 enfants pourraient se toucher, ben, s'ils se touchent, ils se toucheront. Puis il n'y a rien qui va empêcher de leur rappeler, t'oublies pas, hein, on essaie de ne pas trop se faire des câlins pour le moment, juste pour le moment. Cet été, on verra bien, mais pour le moment, on essaie de ne pas faire trop de câlins, de manière en fait à favoriser une dynamique positive autour de l'enfant. Et là, on va minimiser au maximum le risque de trauma. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que dans ce que tu dis, il y a le cadre, ce que les recommandations, ce que l'État nous donne comme recommandations, avec les gestes barrières, etc. Et ce que toi tu dis, c'est ce que nous, parents, on en fait. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, mais que Mm-hmm. l'impact derrière, si jamais il y a une erreur, si jamais il y a une transgression, si jamais en effet un enfant court vers l'autre parce qu'il est tellement heureux d'avoir revu son copain ou sa copine après 3 mois, c'est avant tout le comportement du parent qui Mm-hmm. compte dans le fait que ça va être anxiogène ou pas sur l'enfant. Oui, oui, tout à fait. Et se rappeler que 2 enfants qui se touchent, normalement, il ne devrait pas y avoir de complications. Dans la grande majorité, il n'y a pas de complications. Les complications sont pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, si on a un enfant qui a une leucémie, cet enfant-là ne peut pas avoir de contact. D'accord? Si on a un parent qui est obèse,
il vaut mieux que son enfant, s'il a un contact avec un autre enfant, que l'enfant s'assure qu'il se soit bien lavé les mains et éventuellement laver le visage, d'accord, pour s'assurer qu'il ne transmette pas éventuellement le virus à son parent obèse. Mais ce sont les personnes qui ont une maladie chronique qui sont en situation de danger en tant que telles. C'est pas les enfants. C'est une des raisons pour lesquelles il y a très, très peu de cas d'enfants qui ont des difficultés. Tu sais, je pense aussi à tous nos ados. Il y a plein d'adolescentes, 15, 16, 17 ans, qui ont des amoureux, des amoureuses et qui ne peuvent pas se voir depuis des semaines et des semaines pour respecter les mesures qui ont été données par la santé publique. Tôt ou tard, ils vont recommencer à s'embrasser et c'est normal. On ne peut pas les empêcher de vivre. Ce n'est pas eux qui sont dans une situation de problématique. Ce sont les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est elles qui doivent faire attention. Alors maintenant, c'est vrai que par esprit de comment dire, de solidarité, on essaie de faire attention aux autres, on essaie de faire attention que le virus ne se rend, comment dire, ne recommence pas à galoper comme ça a été le cas au début de la pandémie ou ce qu'on a vu entre autres en Italie et en Espagne, d'accord? Mais en tant que tel, c'est les personnes qui ont des problèmes de santé qui sont plus à risque et pas les enfants. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de pédiatres depuis 2, 3 jours qui, en France, en fait, sortent des lettres ouvertes ou vont dans les médias pour dire les enfants ont besoin de contact. Donc, de nouveau, c'est une question de jugement, c'est une question de discernement et c'est à nous, les adultes, d'être les garants du discernement et du jugement. Et c'est pas Monsieur Macron ou la direction de la santé publique de la France qui va venir regarder exactement ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Eux nous donnent des lignes directrices et le tout, c'est de faire attention pour éviter, mais en même temps, la vie, c'est la vie. Et malheureusement, je crois que on a oublié qu'on a tous un deadline. On a tous une journée où ce sera notre dernière journée. Et peut-être qu'il serait temps, en tant qu'adulte, de se poser la question, tiens, c'est quoi le sens de ma vie et quel est le sens que je donne à la mort? Si de nouveau on est en paix, on est serein par rapport au sens de la vie et de la mort, on sera beaucoup plus en paix et serein par rapport aux actes que nos enfants pourraient faire. Je comprends. Parce que, honnêtement, qu'on se le dise, autant dans une structure d'une grande ampleur, type une école, bien qu'il y ait beaucoup d'écoles qui ont eu des problématiques, ça restait pour certaines plus accessible de justement mettre en place un système d'aller et de retour, des processus cadrés avec des rituels de lavage de mains, etc. Une maîtresse qui met un masque, mais dans une configuration d'un foyer où tu accueilles justement 2 couples d'amis avec 2 enfants, à la limite 2 enfants entre eux, ça peut être gérable, tu peux réussir à minimiser et à respecter à la lettre les préconisations et les gestes barrières. Mais dès que tu vas au-delà, que tu es sur 3 enfants, ça devient très très compliqué justement de surveiller qu'ils ne se touchent surtout pas, de surveiller qu'il ne va pas y avoir d'échange de verre. Et puis on le sait, de toute façon, les enfants sont des êtres de contact. Ils veulent être assis les uns à côté des autres pour manger, ils veulent piocher dans les assiettes des autres en fonction des âges, bien évidemment. Mais c'est pour ça que, disons-le, en fait, ça reste très compliqué pour des enfants de cet âge-là, parce que c'est la même chose, tu as la théorie. La théorie, on va te dire, il faut qu'ils respectent une certaine distance et il ne faut pas qu'ils se touchent. Bon, ça, c'est bien, c'est la théorie. Mais après, tu as la mise en application. Et quand tu le vis sur une échelle de 4 heures, sur une demi-journée, avec 2 enfants âgés de 3, 4 ou 5 ans, au final, la distanciation sociale, elle a lieu au moment où on se dit bonjour, au moment où on va aller choisir le jouet, au moment où on va aller se déguiser, au moment où on va aller faire ci, au moment où on va aller commencer le goûter, au moment où on va aller... En fait, au final, toutes les 5 minutes, on se retrouve à ne plus être un parent, mais à être la police. Même pire que la police, parce qu'on risque de faire des interventions qui seront trop musclées si on a peur. Tu sais, il faut dire aussi qu'on est dans un monde d'avocats et qu'on a 2 groupes d'avocats qui tripent pour l'instant. On a un groupe d'avocats qui dit si le gouvernement ne fait rien, on va les actionner pour toutes les personnes qui pourraient les céder. Et on a un autre groupe d'avocats qui est en train de dire ils sont en train de nous enlever nos libertés individuelles. Arrêtez donc, permettez aux gens de pouvoir se contacter. Quelque part, la position la plus inconfortable qui existe, je crois, pour l'instant, c'est la position des décideurs. Et ils font des choix, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, d'accord? Qu'on soit ou pas d'accord avec leur couleur de parti. J'aimerais pas être à leur place.
parce que c'est pas évident. Donc, il nous donne des lignes directrices pour guider nos choix. Maintenant, je reviens à ce que je disais tantôt. L'important, c'est d'être serein par rapport à ce qui pourrait se passer, de savoir que s'il y a des adultes autour de nous qui ont des maladies chroniques et qui vivent avec nous, ben à ce moment-là, où nous-mêmes, on a une maladie chronique, on a par exemple un diabète qui est comment dire, non stable, à ce moment-là, il vaut mieux qu'on ne fasse pas de rencontre à ce moment-là. Et si on est en santé, que personne, en fait, à notre connaissance, dans notre environnement, on a une maladie chronique, c'est pas grave si 3 enfants se touchent. Il faut juste se laver les mains, se laver le visage après, tousser dans son coude. Donc, on revient aux mesures barrières dont tu parlais tantôt et de revenir, en fait, simplement à une vie normale. Et quelque part, peut-être que lorsqu'il y aura, parce que probablement que le coronavirus va finir comme les autres coronavirus qu'on a eu en 2002 et en 2012, ils vont s'effondrer. On ne saura, ils vont disparaître d'eux-mêmes, on ne sait pas nécessairement pourquoi. Peut-être qu'il va rester comme la grippe depuis des années, mais toujours est-il que chaque année, on a la grippe. Donc, toutes les petites mesures barrières qu'on utilise pour le moment, ce seront peut-être des mesures qui vont rester, en fait. Et à l'automne, on aura peut-être un peu moins de gens qui seront frappés par la grippe parce que on aura pris l'habitude d'avoir ces mesures barrières, mais il aura été important d'éviter de traumatiser nos enfants par rapport à la vie ou par rapport à la santé. Je comprends. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour... tu me vois toujours ou pas? Je continue? Je te vois, oui. Comme ça, hop, comme ça tu seras. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Si j'ai bien compris, la clé de voûte de nos échanges et de ton intervention, c'est de réellement dire qu'à partir du moment où le parent est confiant et arrive à donner les clés à son enfant en lui expliquant posément et calmement, en lui disant, bon, là, la théorie, c'était de ne pas se toucher, vous vous êtes touchés, on va juste aller se laver les mains et la prochaine fois, on essaiera de faire différemment. C'est quelque chose de bien plus Tout à simple fait. et de bien plus sain que de devoir, nous, en tant que parents, surveiller du coin de l'œil nos enfants pendant qu'ils sont en train de jouer, s'inquiéter et angoisser dès qu'il y aura un échange quelconque de mains, de câlins, de repas, de gâteaux, voilà. Et qu'au final, tout repose sur une confiance et sur une sérénité, surtout, à acquérir pour que notre enfant, en retour, vive cette période-là aussi sereinement que possible. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puis si un jour vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ou à poser des questions en dessous de ce webinaire. Ça me fera plaisir de venir jeter un coup d'œil puis de répondre à quelques questions. Merci beaucoup à toi. Je pense qu'il y en aura et je l'espère en tout cas et merci. Merci à toi. Avec plaisir. Au revoir, Selena. Au revoir.